Que vous soyez déjà à Montréal ou pas encore, une des premières questions qui se posent quand on s'expatrie, c'est la recherche de logement. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Je vais vous donner tous mes conseils pour vous guider dans cette recherche de logement sur Montréal. La vidéo est vraiment faite comme un guide complet qui va traiter à la fois de la recherche de logement, les sites, les quartiers, les prix, les conditions du bail, les animaux, mais également la partie déménagement. La location d'un camion, l'achat des meubles, dans quel magasin, le rachat au locataire, les contrats d'énergie, les infos pratiques sur le fonctionnement. Voilà, on va vraiment essayer de faire ça de manière complète pour vous guider au mieux dans cette installation sur Montréal. La vidéo est scindée en chapitres. N'hésitez pas à naviguer s'il y a des informations que vous avez déjà. Par exemple, au début, on va parler de 2,5, 3,5, des sites. Peut-être que ça, vous le savez déjà. Naviguez juste au chapitre d'après. Je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne recherche de logement. Quand on cherche un logement, forcément, la première chose qu'on fait, c'est trouver les sites et les endroits sur lesquels on va trouver tout simplement des logements à louer. Et pour ça, on a vraiment 3 leaders sur Montréal. En premier, Kijiji, la version canadienne du Le Bon Coin que nous on connaît en France, ou d'autres types de sites, un peu d'annonces de vente et de location généraliste qu'on peut retrouver partout dans le monde. Ça marche très bien sur Kijiji, il y a des annonces de particuliers comme de professionnels. Vous pouvez trouver le contact directement de la personne qui met l'annonce, le numéro ou l'email. Mais voilà, ça marche très bien par Kijiji. En deuxième, on a Facebook Marketplace qui marche aussi très fort pour la recherche de logement ou même pour l'achat de meubles, etc. sur lequel on reviendra après dans la partie Marketplace. Vous mettez Montréal et puis là, vous avez tout le temps des offres. En troisième, ça se passe aussi sur Facebook et là, je vais parler plutôt des groupes Facebook qui sont très intéressants pour rechercher des logements et surtout des logements spécifiques. Ici, on va parler de colocation, on va parler de logements avec animaux acceptés, on va parler de reprise ou cession de bail. Si vous cherchez une colocation, il y a des groupes Facebook colocation à Montréal par exemple et je sais que ça marche très bien par là. Pareil, si vous cherchez un logement avec des animaux, on y reviendra, mais ça peut être un peu compliqué ici à Montréal si vous avez des animaux pour trouver un logement. Il y a des groupes pour ça aussi. Voilà, les groupes Facebook, c'est vraiment pour cibler plutôt un type de logement que vous recherchez. Ça marche très bien. Je pourrais vous donner aussi quelques autres méthodes et autres sites internet. On a notamment Craigslist, Centris. Vous pouvez passer par un courtier ici, demander à un courtier de vous chercher un logement. C'est gratuit pour le locataire, c'est aux frais du propriétaire. Ça se fait bien aussi. Et puis la dernière solution qui peut être possible, tout simplement de vous balader dans des quartiers qui vous plaisent. Et puis souvent, il y a des panneaux avec des maisons, que ce soit à louer ou à vendre. Donc voilà, ne pas hésiter à appeler le numéro pour pouvoir programmer une visite. Alors connaître les différentes façons de trouver des annonces pour des logements, c'est super, mais encore faut-il savoir ce qu'est un 2,5, un 3,5, à quoi correspondent 500 pieds carrés en mètres carrés, et ça, on y vient tout de suite. Pour définir un 2,5, un 3,5, on va compter 2 pièces principales plus salle de bain, et ensuite le nombre de chambres. Donc si vous êtes dans un 2,5, vous n'avez pas de chambre séparée. Vous avez donc le lit qui se trouve dans la partie salon, salle à manger, ou alors de côté, et vous avez une partie salon distincte, mais ce n'est pas cloisonné. Pour pouvoir avoir une chambre fermée, il faudra commencer par un 3,5, 4,5, 2 chambres fermées, etc. On continue. Le et demi correspondant tout simplement à la salle de bain. Concernant les pieds carrés en mètres carrés, 100 pieds carrés équivalent approximativement à 9 mètres carrés. Donc si vous louez un 500 pieds carrés par exemple, ça correspondra approximativement à un 40 mètres carrés. Que vous soyez déjà à Montréal ou pas, on visite un appartement dans tous les cas. Si vous n'êtes pas encore arrivé sur le sol canadien et que vous voulez vraiment un appartement que vous avez vu, alors surtout ne signez pas le bail sans avoir visité celui-ci. Vous pouvez faire une visite en visio par exemple avec le propriétaire, que vous puissiez bien valider que le logement ressemble aux photos. Oui, les photos ne correspondent pas toujours au logement. Si vous êtes déjà sur le sol canadien et à Montréal, alors rien de plus simple, on envoie un SMS, on appelle, on envoie un mail et on programme une visite. Les points importants lors d'une visite d'un logement à Montréal, en premier lieu, ça va être tout ce qui se rapporte à l'étanchéité, aux fenêtres et puis aux rats. Forcément, on a 6 mois de froid, dont des mois de grand froid. Donc la première chose importante, c'est que le logement tienne chaud.
Donc pour ça, on vérifie les vitres, qu'il n'y ait pas de traces sur les peintures ou au niveau des jointures, comme s'il y avait une fuite d'eau ou une infiltration. Pas forcément habitué quand on vient pas d'un pays où il fait des températures aussi négatives, mais là c'est quand même primordial de vérifier ça. De la même façon, on vérifie au plafond qu'il n'y ait pas eu de dégâts des eaux, donc qu'il n'y ait pas d'auréoles, qu'il n'y ait pas de fissures bizarres ou d'endroits où c'est plus bombé peut-être. Ça aussi c'est important, les vieux bâtiments ont des problèmes de toiture forcément comme tout vieux bâtiment, mais ici avec la neige, la pluie, le froid, ça peut vite tourner au cauchemar, donc on veille bien à ce que le plafond soit en bonne condition. Et puis le dernier point vraiment auquel il faut veiller, c'est à la présence de rats, de pièges à souris, pièges à rats. On pose tout de suite la question aux propriétaires de pourquoi elles sont là, est-ce que c'est récurrent, d'où ça vient, est-ce que ça va être traité, etc. Je vais faire un point spécifique sur les condos parce que je sais que tout comme nous quand on est arrivé, souvent quand on vient pour habiter à Montréal, on est intéressé par ce type de logement là. Donc ici un condo ça se définit tout simplement par les appartements dans les immenses immeubles là qui poussent. Il y en a pas mal sur Griffintown notamment, mais il y en a un peu partout dans Montréal, surtout dans le centre-ville, tout neuf dans des résidences dans lesquelles il y a souvent piscine, un gym, une terrasse en rooftop avec des barbecues, une salle de travail commune, voilà, laveuse, sécheuse aussi. Donc des aménagements super intéressants pour le logement. On va parler des prix juste après, mais ces logements-là sont souvent très chers et également la gestion au sein de l'immeuble n'est pas toujours au rendez-vous par rapport au prix. Se retrouver dans un bel endroit avec des beaux aménagements, mais si la piscine elle est jamais mise en eau ou elle est toujours sale ou qu'il y a la moitié des choses qui sont cassées dans le gym, c'est inutile. Vous avez visité l'appartement et il vous plaît. Vous souhaitez signer le bail. Là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de petites différences par rapport à la France. La première des différences, c'est la durée du bail. Le bail s'étend sur 1 an ici, donc quand vous signez un bail avec un propriétaire, vous vous engagez à rester dans ce logement pendant 1 an. Vous ne pouvez pas casser le bail au bout de 3 mois si vous voulez changer d'appartement, partir ailleurs, peu importe, vous êtes engagé sur 1 an avec le propriétaire. Le bail ne peut pas être cassé, mais il peut être cédé. Et là, c'est quelque chose de super intéressant à la fois quand vous arrivez ou si vous souhaitez changer de logement. On parlait tout à l'heure des groupes Facebook et notamment certains groupes de reprise ou cession de bail. C'est quelque chose qui se fait pas mal ici à Montréal. Alors ça peut être intéressant si vous venez juste d'arriver mais vous ne savez pas si vous voulez rester ici ou peut-être aller dans une autre ville du Québec, à Québec ou dans une plus petite ville, ou vous voulez partir carrément ailleurs dans le Canada. Vous pouvez alors juste vous rendre sur un des groupes Facebook, vous tapez session de bail sur Montréal, il y en a plein. Et en fait, vous verrez des annonces d'appartements de personnes qui cherchent à céder leur bail. Admettons qu'ils aient signé un bail au 1er juillet, vous arrivez en novembre, vous allez reprendre leur bail à partir de novembre. Et là, ce ne sera pas sur 1 an de novembre à novembre, mais vous allez poursuivre le bail au même prix que l'ancien locataire de novembre jusqu'à juillet. Le propriétaire ne peut pas s'opposer à une cession de bail et ça c'est important à le retenir également. Mis à part si les personnes que vous avez trouvées pour reprendre le bail n'ont pas des conditions financières assez bonnes pour le logement, là le propriétaire pourrait s'y opposer, mais si le dossier est aussi bon que le vôtre, voire meilleur, ou si le dossier suffit tout simplement, le propriétaire ne peut pas s'opposer à une cession de bail. Il y a aussi la sous-location qui est possible. Par exemple, vous voulez partir en road trip dans le Canada, dans le Québec, admettons pour 2 mois en van, et puis vous avez votre logement sur le dos et payer les factures du logement plus l'essence et le véhicule, ça va faire un peu beaucoup. Pas de souci, vous pouvez faire de la sous-location dans votre logement. Des personnes qui souhaitent peut-être rester 2 mois parce qu'elles viennent d'arriver, elles sont en recherche de logement, et bien vous pouvez leur sous-louer votre logement et partir en road trip, l'esprit libre et avec les factures qui sont payées pour le logement. Point de vigilance sur ça, la sous-location doit être autorisée par votre propriétaire. Les conditions que demande le propriétaire à la signature du bail, ou du moins les documents qu'il va vous réclamer pour prouver que financièrement c'est ok pour vous de payer le logement. Il y a quelques documents qui varient par rapport à la France. Évidemment, on va parler de l'enquête de crédit, quelque chose qui revient souvent, et les Français, ou du moins les étrangers qui arrivent au Canada, au Québec, sont surpris et inquiets par cette enquête de crédit.
Alors c'est plutôt simple à expliquer. Ici, on fonctionne avec une carte de débit et une carte de crédit. Et donc la carte de débit serait un peu l'équivalent de ce dont on se sert nous en France, donc avec débit immédiat. Mais on a aussi tout un fonctionnement à crédit, que ce soit pour l'utilisation de cette carte ou pour le paiement des factures. En fait, on peut tout simplement payer en n'ayant pas l'argent immédiatement sur le compte. Donc le compte va arriver en négatif. Et puis avant une certaine date dans le mois, on rembourse tout ce solde négatif en le remettant à zéro. Et donc à la fin du mois, il y a une vérification qu'on a bien remboursé dans les temps correctement. Si c'est le cas, ça nous donne un bon score de crédit. Si ce n'est pas le cas et que ça nous arrive régulièrement de ne pas rembourser dans les temps ou de galérer un petit peu, ça nous donne un mauvais score de crédit. Ce score de crédit là, il sert donc pour l'enquête de crédit que peut faire le propriétaire, mais aussi si vous voulez faire un emprunt pour acheter une maison, pour acheter certaines choses, ça va peut-être vous coûter plus cher parce que votre score de crédit n'est pas bon. Évidemment, si vous arrivez juste au Canada, c'est impossible pour vous d'en avoir une, puisque pour avoir une enquête de crédit, on ne commence pas en créant un compte, bon ben on n'a jamais eu du mal à rembourser, hop on a un bon score. Non, on n'a jamais emprunté donc on n'a pas de score. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc quand vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas faire d'enquête de crédit tout simplement. Pour ça, il y a une solution plutôt simple et nous, celle qu'on a utilisée pour prouver votre bonne foi au propriétaire, c'est d'avoir des preuves de fonds. Avant de venir, vous demandez à votre banque une preuve de fonds, donc de vos comptes bancaires, pour prouver tout simplement au propriétaire que vous avez les fonds, qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi lui proposer un garant, même si ici c'est pas obligatoire et c'est pas demandé, mais ça peut être une des solutions. Vous pouvez aussi avoir vos attestations de loyer, les X dernières attestations de loyer, vos dernières fiches de paie, enfin voilà, plusieurs choses pour prouver que ne va pas avoir de soucis avec le fait de payer le loyer jusqu'à ce que vous puissiez trouver un travail ici. Attention, point de vigilance très important. Le propriétaire ne peut pas vous demander une caution. C'est illégal ici de demander une caution. On ne fait pas de caution pour un appartement ici. La seule chose que peut vous demander votre propriétaire à la signature du bail, c'est de payer le premier mois de loyer. Admettons que vous signez votre bail au 10 mai et que vous entrez dans le logement au 1er juillet, il peut vous demander le loyer de juillet. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal, de demander le premier loyer à la signature du bail. Autrement, aucun versement. Les quartiers et les endroits intéressants à Montréal. Je fais un petit aparté, mais c'est vraiment propre à chacun, hein. Il y a des endroits que certains vont trouver super jolis, d'autres moins. Donc moi, je vais vraiment vous donner les endroits dans lesquels on s'est baladé, qu'on a trouvé jolis, mignons, depuis qu'on est ici à Montréal. Avant de vous recommander des quartiers, si je peux vous recommander d'éviter des endroits, ça va être le centre-ville. Bien évidemment, c'est très bruyant. Les sirènes à l'américaine, c'est super, on a l'impression de se croire dans un film ou dans une série. Mais par contre, quand on les subit toute la journée dans le logement, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Nous, on a habité, que ce soit proche d'Atwater ou on a habité juste à côté de Place des Arts quand on est arrivé. Et vraiment, c'est des sirènes incessantes tout au long de la journée, même la nuit. Donc voilà, je dirais que c'est moins agréable en centre-ville. Pour parler du centre-ville et des endroits à éviter, pour moi, on a Berry-UQAM, Beaudry, qui sont des endroits, on va dire, un peu moins bien famés, même si on s'est jamais senti inconfortable, on n'a jamais peur en se baladant dans la rue ou quoi, mais c'est quand même des endroits où ça traîne un peu plus qu'ailleurs. Il y a les sirènes, mais il y a aussi la partie travaux à noter. Montréal, c'est réputé pour être la ville aux plots orange. Là, ces plots qu'il y a un peu partout dans la ville, c'est toujours en travaux, notamment au centre-ville. Donc voilà, pour ces deux points-là, centre-ville, pour moi, c'est à éviter. On va parler des quartiers que je trouve super intéressants, jolis, avec des belles atmosphères. Et en plus, il y a le métro ici, donc voilà, il faut savoir qu'on puisse se rendre d'un point A à un point B, même s'ils sont excentrés du centre-ville, ça se fait très bien si vous êtes proche d'une station de métro. Et puis on va commencer évidemment par le plateau Mont-Royal, comme ça ce sera fait. Le plateau Mont-Royal qui est souvent moqué comme étant le quartier des Frenchies, comme ils l'appellent ici. Si on enlève ce truc là de se dire oui, il n'y a que les Français qui y habitent ou quoi, il y a une avenue qui est piétonne toute la saison d'été, avec les parcs, les restaurants sympas, mis à part tout ce qu'on peut en rire à côté. C'est un quartier qui est très agréable. En deuxième, je vais vous parler d'un endroit qui est un vrai coup de cœur pour nous ici. On s'est baladé et quand on est arrivé à Verdun, ça a été un vrai coup de foudre. On a tout un côté qui longe le Saint-Laurent. Et puis là, si vous vous baladez en vélo ou à pied, c'est vraiment dépaysant. On a l'impression d'être en vacances. On a encore une fois du vert de partout. On a des piscines, on a
de quoi se baigner. Alors à la fois avec les plages de Verdun qui sont très connues, mais il y a aussi d'autres spots un peu moins connus qui sont sympas. On peut même faire du surf si on redescend vers la salle, à la vague à Guy sur une vague naturelle dans le Saint-Laurent. Enfin voilà, la vie à Verdun respire la bonne atmosphère. Je vais vous parler aussi du voisin du plateau Mont-Royal qui est Laurier. C'est un endroit avant de venir à Montréal où j'en ai pas forcément entendu parler ou du moins qui n'était pas forcément cité dans les endroits les plus sympas à Montréal, mais nous c'est aussi un quartier qu'on trouve très agréable à vivre. Encore une fois, c'est plutôt typique, des maisons très jolies, il y a le parc Laurier aussi auquel il y a une piscine publique gratuite, des petits spots sympas. Donc Laurier c'est aussi un endroit qu'on recommanderait si vous souhaitez trouver un logement à Montréal. Et puis je vais vous citer aussi d'autres endroits, notamment un endroit sous-coté qui est Rosemont, qui a tendance, en tout cas à quelques années en arrière, si on regarde les avis des personnes sur internet, à être décrit comme un quartier pas forcément super agréable. Et bien moi j'en pense tout l'inverse, et en discutant avec pas mal de personnes ici, c'est vrai que ça revient et les gens qui habitent à Rosemont s'y plaisent pas mal. Donc voilà, Rosemont c'est vraiment un endroit aussi plutôt cool. Attention, il faut se trouver proche d'une station de métro ou de lignes de bus régulières parce qu'on commence à s'éloigner du centre-ville. Donc si vous travaillez au centre-ville, toujours regardez quand même les métros s'ils sont proches ou pas. Puis voilà, on peut aussi citer Mile Ends qui est aussi un endroit très agréable. Et puis du côté de Côte-des-Neiges aussi, si on descend de l'autre côté de Montréal, il y a plein de petits spots aussi agréables avec des endroits sympas, donc proche du métro Côte-des-Neiges. Voilà, il faut faire attention aussi, encore une fois, quand on descend de ce côté-là, à être proche de la station de métro parce qu'on est vite très loin du centre-ville si on n'est pas proche du métro. Alors forcément, dans tous ces quartiers-là, les prix varient. Et évidemment, c'est aussi une des premières questions qu'on se pose. Combien ça va me coûter? Quel est mon budget? Ce serait compliqué de vous donner un prix fixe selon la surface ou le type de logement que vous cherchez. Selon l'endroit, ça va varier. Je vais quand même essayer de vous donner des tranches. Il faut savoir qu'il y a une crise du logement à Montréal. Donc crise du logement, ça veut tout simplement dire qu'il y a un gros turnover, mais on a quand même pas mal de gens qui restent et toujours des gens qui arrivent. Donc la demande ne fait qu'augmenter et les propriétaires en profitent forcément pour augmenter les prix. Ça essaye d'être contrôlé, il y a des pétitions en cours. Encore une fois, normalement c'est cadré et le propriétaire est obligé de faire figurer sur le bail le prix de l'ancien locataire et de justifier une grande hausse par des travaux, des interventions. C'est pas toujours respecté. Si vous cherchez un appartement de type 2,5, donc studio, sur des anciens bâtiments ou dans des endroits un peu plus excentrés, vous pouvez démarrer aux alentours de 600 $. Je dirais plus que la moyenne, aujourd'hui ça va être aux alentours de 800 $. Encore une fois, ça c'est ce que moi j'ai constaté en regardant des annonces et ça peut énormément varier selon ce que vous recherchez, où vous recherchez. Pour les condos par exemple, des 2,5 très petits, là on est sur 1500 $ par mois pour le logement. C'est pour vous dire un peu la différence. Sachant qu'en plus sur ces condos là, c'est des bâtiments souvent qui ont moins de 5 ans et si le bâtiment a moins de 5 ans, le propriétaire n'est pas tenu de respecter une augmentation que d'un certain pourcentage à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il peut passer de 1500 $ à 2000 $ sur le nouveau bail sans avoir à se justifier car le bâtiment est récent. Attention donc, encore une fois, si vous allez dans ce type de bâtiment que sont les condos. Si vous cherchez un 3,5, je vais dire que le prix moyen aujourd'hui avec l'augmentation et la hausse aux alentours de 1200 $. Encore une fois, ça va changer si vous êtes en rez-de-chaussée, en demi-sous-sol, si vous êtes au deuxième étage, au premier étage, si vous êtes au plateau ou si vous êtes à Côte-des-Neiges, forcément les prix vont être impactés. Au centre-ville, ça coûte toujours bien plus cher que par exemple du côté de Côte-des-Neiges pour reciter ce quartier-là. Au plateau, ça coûte aussi vraiment cher parce qu'il y a tellement de Français justement qui entendent parler de ce quartier, qui veulent y habiter, que la demande fait augmenter le prix des logements. Verdun, ça reste par exemple un endroit qui est encore plébiscité mais pas autant qu'au plateau et qui peut être une très bonne alternative si vous cherchez un endroit calme avec des loyers qui restent raisonnables. Rosemont c'est pareil, Laurier je le situerai aux alentours du plateau, un peu en dessous. Encore une fois c'est mon expérience personnelle. C'est des généralités que je fais. Au sein du même quartier, pour un appartement similaire, vous pouvez en trouver un à 1003 et en trouver un à 1000, voilà, selon comment le propriétaire augmente aussi ses loyers. 4,5, 5,5, j'ai très peu regardé et j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour vous donner une moyenne de prix. Quoi qu'il en soit, consultez beaucoup de logements et vous pourrez vous faire une idée des prix moyens qui sont pratiqués. Si vous rencontrez du monde aussi en arrivant, n'hésitez pas à demander à combien sont leurs loyers actuellement pour vous faire une petite idée.
Je vais terminer cette partie recherche de logement en parlant des animaux, parce que c'est très compliqué, du moins ça peut être très compliqué à Montréal quand on a un chat ou un chien pour trouver un logement. À la différence de la France, un propriétaire est en droit de refuser qu'il y ait un animal dans son logement et vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas contester. Il faut donc toujours bien valider avec le propriétaire que les animaux sont acceptés, car ça peut être une raison de vous mettre dehors. Si vous ne l'avez pas prévenu qu'il y avait un animal, il est en droit de vous mettre dehors parce que il refuse qu'il y ait des animaux. Donc bien le valider avec lui, que ce soit confirmé par email ou le mieux sur le bail qu'il est ok avec les animaux. Je vous donne 2-3 conseils pour trouver des logements où les animaux sont autorisés. Donc comme je vous l'ai cité tout à l'heure, les groupes Facebook marchent très bien pour ça. Vous tapez logement animaux Montréal, logement animal autorisé Montréal. Vous faites des recherches un peu dans ce type-là et vous allez vite tomber sur des groupes où les personnes mettent des annonces de reprise, de cession de bail ou juste de logements qu'elles vont quitter et donc il y a un nouveau bail à démarrer et où le propriétaire est enclin à ce qu'il y ait des animaux. Si c'est un chat que vous avez et que le logement marque pas d'animaux, vous pouvez confirmer quand même avec le propriétaire est-ce que c'est ok avec les chats. Souvent, par réflexe, les propriétaires mettent dans les annonces animaux non autorisés, mais si vous confirmez avec eux ou vous envoyez un message pour dire écoutez j'ai un chat, est-ce que c'est bon pour vous s'il y a un chat, ça arrive qu'ils vous disent oui chat c'est ok. Toujours confirmer, au pire vous perdez rien à confirmer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions souvent si il vaut mieux trouver son logement avant de venir ou sur place. Pour moi la réponse elle est très simple, ce sera toujours mieux de trouver si vous êtes sur place. Juste pour vous rendre visite et pouvoir constater l'état physiquement de l'appartement plutôt que par téléphone, c'est bien mieux. Ça vous permet aussi de voir le quartier environnant du logement et de confirmer que c'est un endroit qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sur place, mandater quelqu'un pour aller faire les visites pour vous. Ça se fait aussi. J'ai pas de site de mémoire, mais sur Facebook, il y a des personnes qui proposent. Vous pouvez aller par exemple sur le groupe PVTiste à Montréal et puis demander si quelqu'un a déjà eu recours à un mandataire pour visiter les appartements à sa place et vous aurez sûrement des recommandations de personnes. Si vous venez à Montréal avant d'avoir trouvé un logement, vous avez plusieurs solutions. Aller dans un hôtel, aller dans un Airbnb, aller dans une auberge de jeunesse. Vous pouvez également trouver, toujours sur des groupes Facebook, des sous-locations ou une place libre dans une coloc que vous pouvez prendre pour un mois. Voilà. Il faut compter à peu près entre 2 et 3 semaines pour trouver son logement à Montréal. C'est la moyenne, encore une fois, des gens avec qui j'ai pu échanger et nous, c'est exactement le temps qu'il nous a fallu pour trouver notre appartement. Comptez à peu près un mois pour être large de hôtel, Airbnb ou autre type de logement. Si vous arrivez sur une période juste avant juillet, la recherche est d'autant plus grande à ce moment-là, il faudra peut-être un peu plus de temps. Par ailleurs, si vous avez un animal et que vous optez pour la solution de venir avant à Montréal pour trouver le logement sur place avec cet animal, comme nous on l'a fait, on était dans un hôtel, et que vous cherchez donc un endroit où votre chat ou votre chien sera accepté. Nous on a été dans un hôtel vraiment pas mal pendant un mois, puis c'était super agréable et il n'y avait pas de souci pour le chat. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Maintenant on va parler déménagement. Alors si vous souhaitez déménager et que vous cherchez des moyens de transport pour amener peut-être les meubles que vous avez achetés, transporter vos valises, etc., plusieurs options s'offrent à vous. La première et la plus évidente, si vous avez que des sacs, vous pouvez transporter sans souci dans le métro des valises. Si c'est par contre des objets plus gros ou plus grands, c'est un peu plus compliqué, surtout aux heures de pointe. Pour le bus, par contre, vous pouvez sans souci transporter quelque chose de plus grand. Alors si c'est un sommier king size, évidemment que ça va être compliqué, mais des objets plus grands, un peu plus longs, en tout cas de mon expérience personnelle, c'était plus pratique et c'était ok, j'ai pas eu de soucis avec le transport dans le bus. Vous pouvez prendre également des taxis et transporter vos valises, ça fait très bien l'affaire aussi. Si vous cherchez un camion de déménagement sur Montréal, là il va falloir passer par des plateformes par exemple sur internet pour le louer. La première chose que je vous dirais, c'est de s'y prendre à l'avance. J'ai constaté par moi-même l'évolution des prix de location à la journée ou aux 4 heures, ou peu importe, sur des périodes très plébiscitées. Je parle du 1er juillet puisque nous on a déménagé alors le 30 juin, mais bon on était dans la période du 1er juillet. Comme je vous ai dit, à Montréal, énormément de bails se font du 1er juillet au 1er juillet, ce qui fait que ce jour-là, tout le monde veut déménager, donc tout le monde veut louer un camion.
Là où le prix d'un camion de location va être de entre 35 et 50 dollars pour les 4 heures sur un moment où il n'y a pas forcément énormément de demandes. Si vous souhaitez le louer pour début juillet et que vous vous y prenez en plus en dernière minute, moi j'ai regardé une semaine et demie avant le 1er juillet et on était à plus de 400 dollars. Pour vous donner un peu la différence, on fait un x10 littéralement sur le prix. C'est des prix indécents hein, vraiment, donc prenez-y-vous à l'avance. Pour la plateforme, je vais vous en citer une parce que c'est celle que j'ai entendu le plus parler et je vois passer des camions. C'est U-Haul sur lequel vous pouvez louer de la petite camionnette, fourgonnette au camion de déménagement, voilà. Et puis en parlant de véhicules, je vais vous parler aussi de Communauto, qui est de la location de voitures qui se fait pas mal ici à Montréal aussi pour louer à l'heure une voiture juste pour amener peut-être 2-3 meubles dont vous avez besoin mais vous n'avez pas besoin de 4 heures. Ça se fait vraiment pas mal. Concernant les meubles et les électroménagers, il y a quelque chose de très répandu, c'est de racheter les meubles à l'ancien locataire. Dans les électros, on va surtout citer gazinière, frigo, laveuse, sécheuse. Alors, ce qu'ils appellent laveuse et sécheuse ici, c'est la machine à laver et le sèche-linge. Donc ça se fait couramment et c'est une pratique qui permet surtout d'économiser pas mal d'argent à la personne qui quitte les lieux, puisque transporter ces électroménagers qui sont plutôt grands et plutôt lourds, ça nécessite à la fois d'être plusieurs et puis de louer un camion qu'on vient juste d'évoquer avant. Donc à des grandes périodes, ça peut vite coûter plusieurs centaines d'euros pour transporter ça, en plus de perdre du temps, etc. Donc souvent, les anciens locataires proposent de racheter ces électros-là. C'est une bonne manière pour vous de faire des économies puisque ça coûte plutôt cher ici les électros. Nous, en arrivant dans le logement, on a par exemple racheté le canapé, le frigo et la gazinière. On a racheté pour 250 dollars frigo et gazinière avec un très grand frigo. On a racheté le canapé qui a un an à 400 dollars, ce qui est plutôt un coût, mais le canapé est très joli et puis il vaut plus de 1000 dollars neuf. Voilà, donc ça peut valoir le coup. Si le locataire ne souhaite pas vendre ses meubles, je vais vous conseiller plusieurs magasins. Évidemment, je ne peux pas vous citer des magasins sans commencer par Ikea. Il y a un Ikea à Montréal. Alors si vous habitez dans le centre ou un peu plus vers le nord de Montréal, il sera un peu excentré pour vous. Mais donc, comme on l'a cité avant, vous pouvez utiliser une Communauto juste pour aller chercher les meubles que vous avez déjà pris en cueillette et donc vous allez juste récupérer et puis voilà, ça se fait pas mal. Donc Ikea, une valeur sûre si vous cherchez des meubles ou à équiper votre appartement. Mais il y a aussi pas mal d'autres magasins comme Structube, Brick, Home Depot. Si vous cherchez quelque chose un peu plus dans le style Leroy Merlin, Castorama qu'on peut trouver en France, vous avez Canadian Tire, un magasin où vous allez à la fois trouver outillage, à la fois un aspirateur, vous cherchez des assiettes, des couverts, vous allez trouver aussi de l'équipement sportif, pas mal de choses pour la maison. Si vous devez monter des meubles et vous avez besoin d'un tournevis ou quoi, voilà, Canadian Tire, c'est vrai que nous on y va souvent pour acheter un petit truc dont on a besoin, etc. On sait qu'il y a là-bas. Évidemment, pour les meubles, quelque chose qui fonctionne bien si vous cherchez des meubles d'occasion, c'est à nouveau Facebook Marketplace. Il y a énormément de choses mises en vente aussi et que vous pouvez acheter puisqu'il y a un turnover tellement énorme ici. Beaucoup de gens qui font des PVT notamment, qui restent 1 an, 2 ans et donc qui revendent des meubles qu'ils ont achetés des fois d'occasion, donc qui sont plus vieux, mais qu'ils achètent neufs et qui revendent d'occasion, donc vous pouvez avoir des vraies bonnes affaires. Enfin, concernant les électros, moi ce que je vous conseille vraiment pour économiser pas mal, c'est de les acheter d'occasion. À nouveau, ça peut être sur Marketplace ou sur Kijiji, mais ça peut être aussi dans des magasins spécialisés. Je peux vous citer par exemple Elvis, que je connais. Et voilà, tapez et regardez aussi les avis, à nouveau demandez sur Facebook les avis de certaines personnes. Et là, vous allez faire des économies vraiment grandes. On fait attention lorsqu'on emménage dans le logement, vu qu'il n'y a pas de caution, le ménage n'est pas tenu d'être fait puisque le locataire n'a pas peur des répercussions qu'il peut avoir si l'appartement est dans un état dégueulasse quand il le quitte. Peu qu'il y ait besoin de faire un gros coup de propre, encore plus que ce que vous pourrez faire d'habitude. Attention également aux ascenseurs sur les dates de déménagement importantes comme aux alentours du 1er juillet. Souvent les ascenseurs sont blindés en fait et c'est compliqué de faire les allers-retours parce qu'il y a trop de gens qui l'utilisent. Vous pouvez d'ailleurs dans certaines résidences réserver des créneaux horaires pour les ascenseurs pour emménager. Voilà, il faut se renseigner auprès de la copro, mais je sais que ça se fait dans certains immeubles et ça c'est cool parce que je vous assure que quand tout le monde déménage dans l'immeuble, vous pouvez oublier l'ascenseur. Si vous êtes dans un étage élevé, vous allez passer un sale quart d'heure et plus qu'un quart d'heure d'ailleurs.
Et pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner quelques infos pratiques et conseils utiles sur le fonctionnement des logements ici et des quartiers. Alors notamment les contrats d'énergie, déjà on ne paye pas l'eau au Québec. L'eau est gratuite pour tout le monde. Donc vous n'aurez pas de contrat, on va vous compter combien vous avez débité d'eau et on va vous le facturer. Non, c'est gratuit. Vous payez uniquement Hydro-Québec et donc Hydro, il ne correspond pas à l'eau mais à l'électricité. Le fournisseur ici qui s'appelle Hydro-Québec, la plupart de sa création d'électricité vient des barrages hydroélectriques qui sont un peu partout avec tous les lacs qu'il y a et les cours d'eau au Québec. Voilà, donc vous allez payer l'électricité et puis vous allez payer aussi la location du chauffe-eau en généralement. Bon, ça dépend selon votre consommation, mais sur un logement pour 2 personnes, ça va vous revenir à peu près à 70 $ d'électricité par mois. Et puis la location du chauffe-eau, ça va être un peu plus de 30 $ tous les 2 mois. C'est quand même vraiment moins qu'en France. Le fonctionnement des poubelles, c'est quelque chose aussi d'assez important ici puisque on a plusieurs types de poubelles et des passages attitrés, des sacs attitrés selon ce qu'il y a dedans, des bacs, etc. Et ça, je vous conseille de vous renseigner une fois que vous savez dans quel quartier se situera votre logement puisque les passages varient selon où vous vous trouvez. Faites bien attention à respecter les poubelles parce que de 1, l'écologie, tout le monde doit s'en préoccuper et de 2, si vous respectez pas les poubelles et que vous mettez n'importe quoi, assurez-vous qu'on va vous retrouver et que vous allez prendre une amende salée. Vous regardez sur internet passage poubelle selon votre code postal, il va vous le donner, que ce soit sur le site de Montréal ou d'autres sites qui vous donnent les jours de passage. J'en viens au dernier point, les volets dans les logements. Il faut savoir qu'ici, il n'y a aucun logement qui a des volets parce que l'hiver, ça gèle. Et donc, si vos volets sont fermés et que ça a gelé, vous ne pouvez plus ouvrir vos volets et vous êtes bloqué. Ce que je vous conseille, c'est quand vous emménagez, prévoyez dans les premiers achats des rideaux puisque sinon, vous allez être réveillé à 5 h du matin par le soleil. Les rideaux, partie non négligeable de votre intérieur. Écoutez, je pense qu'on a fait un joli tour de la recherche et des conseils pour trouver un logement à Montréal. J'ai peut-être oublié 2-3 choses et je vous laisse le soin de les mettre en commentaire, ceux qui ont des choses à ajouter. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis je jetterai un coup d'œil et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine et puis bonne installation à Montréal.